démarrer avec une présentation de Geoptis. Vous êtes filiale de La Poste, mais vous allez nous dire ce que vous faites concrètement. Tout à fait. Donc Geoptis, c'est une filiale de La Poste experte en géomarketing. Notre mission, c'est révéler tout le potentiel de la donnée territoriale pour pouvoir accompagner les décideurs des entreprises de réseau dans leur choix sur le maillage territorial, sur leur implantation, sur leur stratégie de développement. Et pour ça, on mobilise 3 actifs, une plateforme de data visualisation cartographique et décisionnelle, des données et aussi une équipe d'experts, on y reviendra un petit peu plus tard. Puis vous le disiez, on est une filiale à 100% du groupe La Poste et on en partage une bonne partie de l'ADN. Je vais citer juste 2 petits brins d'ADN pour l'exemple, mais on est une entreprise de proximité, une entreprise de la proximité, ça c'est vraiment fort au sein de La Poste, et puis une entreprise qui gère des réseaux. Vous avez 35 500 points de contact de La Poste entre les bureaux de poste, les relais pick-up, etc. Donc on partage cet ADN avec notre maison mère. Super. Alors on le dit, on le répète souvent, on va le répéter même tout au long de l'émission. Pour réussir dans le commerce, la clé c'est l'emplacement, 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 on va dire notamment. Première question, c'est quoi pour vous un bon emplacement ? Alors effectivement, l'emplacement est un enjeu clé pour les franchiseurs comme pour les franchisés. Le bon emplacement, on pourrait dire en première approche que c'est là où les clients sont présents, là où ils viennent à moi naturellement, là où ils viennent à moindre effort, ou même s'ils font un effort, ils sont contents de l'avoir fait. Mais dans l'absolu, le bon emplacement, il ne peut pas être défini de manière complètement absolue. En fait, chaque enseigne a ses particularités. Une enseigne de l'automobile n'a pas les mêmes moteurs de son développement qu'une enseigne de l'habillement ou encore de la boulangerie. Et au sein de chacun de ces secteurs se déclinent différents modèles. C'est ce qu'on a pu voir à l'instant dans la précédente interview, qui fait que chacun a des inducteurs qui sont différents dans le choix de son emplacement. Alors on pourrait comparer la démarche à celle du nez qui définit un parfum, qui doit à la fois être unique et attractif. Et c'est un peu ce métier qu'on est en train de faire. Et quels composants pour composer cette fragrance, en fait on va croiser tout un tas de critères de la donnée territoriale avec la typologie de population, la présence de points d'intérêt, la présence des concurrents, d'une enseigne locomotive, la facilité d'accès aussi qui est un enjeu clé, et puis aussi avoir une vision sur toute la dynamique du territoire. Alors on l'évoquait à l'instant avec les flux piétons qui sont révélateurs d'une dynamique, d'une présence, mais aussi sur le fait qu'une population est en train d'arriver ou de partir d'un territoire, que des entreprises sont en train de s'installer ou de partir. Et tout ça, c'est des éléments clés qui, conjugués, vont permettre de définir une partie du bon emplacement. Mais une fois que vous savez à peu près où vous voulez aller, il faut arriver à trouver le fameux emplacement, le fameux local. Alors, certains ont des problèmes de riches, comme on l'évoquait à l'instant. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, du coup, il faut arriver à trouver le bon local, qu'il soit disponible, connaître sa superficie, s'il y a des travaux à prévoir, le prix du loyer, est-ce qu'il est visible. Et là aussi, c'est une vraie problématique à laquelle répondre, un sujet clé. Et nous, on est par exemple sollicité par nos clients pour arriver à déterminer où sont les baux vacants. Et vous savez comment on fait ça ? On missionne les facteurs sur le terrain pour arriver à détecter. Voilà. Donc c'est toute la force et la synergie entre la filiale et sa maison mère. Puis voilà, en définitive, le bon emplacement, c'est celui qui me convaincra, on l'évoquait à l'instant, celui qui permettra aussi de convaincre le franchiseur, le franchisé et aussi le banquier qu'on évoquait il y a quelques secondes. Sacrée alchimie en fait, effectivement. Alors on le sait aussi, un bon emplacement n'est jamais garanti à vie. À quel moment on doit se dire, bon, c'est plus le bon endroit, il faut que je change ? En fait, c'est tous les jours qu'il faut se poser la question. J'exagère un petit peu en disant ça, mais tout bouge effectivement. Il y a des quartiers populaires qui deviennent beaucoup plus attractifs, d'autres qui se désertifient. Il y a des grands projets de liaison TGV. Par exemple, je pense à celui-là qui va relier Bordeaux à Toulouse, où Agen va devenir une petite pépite à moins de 30 minutes des 2 points. Et où finalement, il y a peut-être une opportunité d'installation sur ce territoire. Et puis évolue également la performance des points de vente, les concepts, la relation aux franchisés, ce qui fait qu'on peut prévoir aussi dans les contrats de redéfinir le découpage territorial associé à chacun des points de vente. Et puis il est disponible, puisque le réseau de points de vente est un objet vivant, il est essentiel d'en prendre le pouls régulièrement. Et ça, c'est une pratique vertueuse à travers 4 questions qu'on peut se poser régulièrement. C'est, est-ce que je peux me développer ? Oui, si j'y suis et que j'ai identifié encore du potentiel. Est-ce que je dois ouvrir ? Ah oui, il y a un territoire où je ne suis pas et finalement, ça serait peut-être intelligent que de m'y installer parce que j'y détecte du potentiel. Ou alors, est-ce que je dois rationaliser ? J'ai un point de vente, mais on voit que sa performance décline. Il va peut-être être temps de changer de territoire ou d'orientation. Ou alors, je touche à rien. J'y suis, tout se passe bien, j'ai exactement la bonne présence territoriale. Ou alors, je n'y suis pas, mais comme il n'y a pas de potentiel de développement, pourquoi y aller ? Donc ça, c'est des questions qu'on peut être amené à se poser. Et dans cette démarche, il y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut toujours être dans une logique de proactivité, d'être dans la prospective. Car pour réussir l'expansion de son réseau, un des enjeux, c'est de le faire au bon rythme. Et pour le faire au bon rythme, il faut anticiper. Tout à fait. Alors, dernière question, pour
Voilà, pour qu'on soit dans notre challenge de 5 minutes. On l'a dit tout à l'heure, le contexte il est compliqué, trouver le bon emplacement. Même si vous avez des très bons conseils déjà que vous avez donnés, comment, voilà, les solutions que vous proposez pour trouver le fameux bon emplacement? Il n'y a pas de recette de cuisine magique et c'est souvent le fruit d'un vrai long dialogue avec nos clients et ça dépend aussi du moment de vie de l'enseigne. Mais quelques mots, j'évoquais à l'instant, il faut anticiper, rester en veille, avoir une démarche prospective, se challenger régulièrement et challenger sa vision avec un regard extérieur. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est une vraie conviction profonde, même avec un outil cartographique performant qui intègre de l'IA et tout un tas de choses, qui est agile au quotidien pour faciliter la prise de décision des décideurs, même avec des données premium sur la mobilité résidentielle ou encore sur la capacité à aller collecter de la donnée sur le terrain avec nos facteurs, ce qu'on fait. Même avec tout ça, l'humain est essentiel et nous, je vous le disais en introduction, la plateforme, la data, nos équipes d'experts, on est vraiment très attachés à l'accompagnement de nos clients et finalement ils sont assez friands de notre accompagnement, du questionnement qu'on leur apporte par rapport à leurs enjeux ou à leurs actions ou à leurs leviers d'action. Et puis derrière l'humain, il y a aussi deux capacités que je vais citer à titre d'exemple. Il y a intégrer les spécificités business. Il n'y a pas deux enseignes qui fonctionnent de la même manière, on l'a évoqué il y a quelques instants. Et puis générer des indicateurs dédiés, faire de la prédiction de CA par exemple, ou élaborer des scorings spécifiques. Voilà, donc vous l'aurez senti dans mon propos, on est passionné de géomarketing. Nos clients sont passionnés par leur réseau et puis les interactions sont très riches et fructueuses, souvent accélératrices de business. Eh ben, merci pour tous vos bons conseils. Merci et à à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Alors, on continue comme promis, et je suis ravie d'inviter à la table, sur le plateau, à me rejoindre François Biagini, chef de rubrique à LSA, qui me rejoint Bonjour François, pour notre première table ronde, consacrée justement à ces fameuses questions de l'emplacement et du financement. On va accueillir 3 invités. François, je te laisse nous présenter les 3 invités de notre débat. À toi. Merci Florence, bonjour. Je vais inviter pour cette première table ronde sur le financement et les emplacements Monsieur Mercier, qui est cofondateur de Pizza Cosy. Juste là, à côté de François. Voilà. Non, en face, vous êtes là. Pardon, excusez-nous. Juste là, pardon. Monsieur Abou, qui est cofondateur et vice-président des cuisines Aviva. À côté de moi. Voilà. Et Monsieur Turat, qui est directeur adjoint au développement du groupe Provalliance, qui va venir ici. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette première table ronde. Merci à vous. Merci à vous. On va peut-être commencer par une présentation rapide de vos enseignes et un peu quelles sont les stratégies de développement que vous avez mis en place pour asseoir le développement de votre réseau. On va peut-être commencer par Monsieur Abou, je crois. Vous avez fondé les Cuisines Aviva il y a 25 ans. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre concept, s'il vous plaît? Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, nous avons fondé l'enseigne Aviva il y a 25 ans. C'était en l'an 2000. Ça s'est passé à Annecy, puisque nous sommes d'origine annécienne. Et c'est là-bas qu'on a commencé à découvrir ce succès. Et fort de ça, nous sommes au départ des cuisinistes. Nous sommes des spécialistes de la vente et d'installation de cuisine. C'est ce que nous étions à l'époque. On a vu qu'on avait développé et trouvé une pépite qui permettait à des consommateurs de s'acheter des cuisines belles et pas chères. Et on s'est dit, il faut qu'on aille vite. C'est comme ça que l'idée de la franchise nous est venue. Donc 4 ans après l'ouverture du premier magasin, on en avait déjà 18 et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous en avons 118 ouverts. 118 magasins en franchise. En franchise, développés sur la France entière. Le maillage n'est pas encore terminé parce qu'on peut aller jusqu'à 400. On espère ouvrir dans les 3 ans qui viennent, atteindre les 3 ans qui viennent, 150 ouvertures de magasins qu'on maintient. J'aime préciser quand même que quand on ouvre un magasin, ce qui nous fait plaisir, ce n'est pas l'ouverture de ce magasin lui-même. Ce qui nous fait plaisir, c'est la réussite de celui-ci. Donc on met en œuvre, avec 50 experts que nous avons au siège, on met en œuvre tout ce qu'il faut pour que le franchisé choisi et qui nous a choisi aussi réussisse. Qu'il ait des facilités à le faire ou des moins bonnes facilités. Ok, merci beaucoup. Et vous, Monsieur Mercier, donc vous avez créé un réseau de pizzerias. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter votre aventure entrepreneuriale? Allez, avec plaisir. Alors, Pizza Cosy, c'est une aventure qui a démarré en 2010 en périphérie de Saint-Étienne. C'était il y a 15 ans et en fait, on était à la croisée des deux mondes. Il y avait les Italiens dans des pizzerias traditionnelles qui faisaient des très bons produits. Puis il y avait les Américains sur le takeaway delivery. Nous, on a voulu faire une très bonne pizza à livrer et à emporter. Et donc, on est parti de ce constat-là. Un magasin, 3 ans après, un deuxième. Et puis là, cette année, on en a 75 avec 10 ouvertures qui sont prévues. On a construit aussi
un écosystème autour Ouais. de notre réseau pour faciliter la vie aux franchisés. Donc Ok. on a mis en place une cuisine centrale, on a mis en place une plateforme de distribution. Donc tous les ingrédients arrivent une seule fois par semaine chez nos franchisés avec des produits exclusifs, des prix compétitifs, un assez bon service. Et donc au final, il n'y a pas plusieurs livraisons, il n'y a pas plein de choses qui compliquent la vie du franchisé. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive à bien se développer sur le marché. Avec un double concept en fait. Un concept de restauration assise, un concept de restauration emportée. On a vraiment splitté le concept en deux. On a un Pizza Cosy qu'on appelle Pizza Cosy Takeaway. Ouais. Là, on est vraiment sur à emporter et à livrer. C'est plus de la zone périphérique très visible avec de la place de stationnement. Et sinon, on a des modèles un peu plus grands, toujours un tronc commun similaire en termes de produits. Mhm. Mais là, on va être sur 30-40 places assises parce que depuis le Covid, le surplace drive un peu la croissance. Et donc, on a voulu aller sur ce marché-là de faire rester les gens un peu plus longtemps et de venir augmenter le panier moyen et surtout l'expérience client. Ok, donc deux concepts en un en fait. quelque Exactement. Mais toujours Pizza Cosy, les mêmes valeurs, les mêmes produits. part. Ok. Et donc vous, chez Provalliance, vous êtes les rois de la coiffure. Oui, alors, Et pas que, je crois, puisque vous avez un nombre assez impressionnant de salons et d'enseignes. effectivement, on est leader mondial de la coiffure. Donc Provalliance, c'est un groupe français fondé par Franck Provost. C'est 3500 salons dans le monde. En France, c'est environ 600 franchisés. Et c'est surtout, c'est encore plus parlant que Provalliance, ce sont des enseignes de coiffure françaises renommées, à savoir Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Al, Coiffenco, et j'en passe. Donc aujourd'hui, 1700 salons en France. 1700 salons. Et du coup, il y a encore de la place. Pour vous, quel est le bon emplacement pour un salon de coiffure? Comment vous dénichez le bon pas de porte, en fait? Alors, nos implantations, on a 3 types d'implantations. On a la galerie commerciale et centre-co. On a le centre-ville et le retail park. Et en fait, la force de Provalliance, je dirais toute proportion gardée, un petit peu le Bertrand de la coiffure, c'est qu'en fonction des enseignes, on va aller chercher le bon emplacement adapté en termes de flux, de visibilité, pour trouver vraiment l'emplacement le plus cohérent avec la future clientèle du salon. Et vous avez des chasseurs de salons? Exactement, on a la chance d'avoir un département immobilier intégré au groupe qui recherche des emplacements et surtout qui va accompagner le franchisé dans tout ce qui est négociation des valeurs locatives, qui est aujourd'hui un enjeu extrêmement important. Ok. Et pour Pizza Cosy, du coup aussi, la recherche du bon emplacement, ça se passe comment en fait? La recherche du bon emplacement, ça se passe avec des outils déjà, parce qu'on va essayer Ouais. de cartographier un peu la zone. On a des outils de géomarketing D'accord. qui font les réussites des anciens Pizza Cosy qu'on a ouverts par le passé. D'accord. Et donc quand on va aller sur une zone, grâce à cet outil, on va savoir dans quelle rue on doit s'implanter. On va avoir des scores au carreau. Et À la rue en fait, vous êtes aussi précis. que ça. exactement, à la rue près, on arrive à être précis. Et vous avez créé en fait quelque part un modèle idéal en fait qui vous... Ouais, on a repris en fait les 10 plus belles réussites Les 10 quand plus on belles. avait à peu près 50 points de vente. D'accord. Et on a essayé de comprendre pourquoi en fait ces magasins avaient ces réussites, revenus médians et j'en passe. Mhm. Et donc du coup l'outil marketing nous dit ok, si vous ouvrez par exemple à Angers, faut aller dans ces 3 zones. Et dans ces 3 zones, vous avez certaines artères qui font que ça doit être un bon emplacement parce que ça reprend en fait vos réussites. Après, ce qu'il disait l'invité juste avant, c'est qu'il y a l'humain dans tout ça Ouais. et qu'un logiciel c'est bien, mais il faut quand même se déplacer, il faut aller voir sur le terrain Ouais. parce que des fois à 10 mètres près, l'emplacement il peut passer de super bien à pas très très bien. Et donc moi je pense que le logiciel c'est bien, mais le terrain c'est très très important. Et là, aussi. c'est vous qui allez sur place, enfin, c'est des équipes. Maintenant on a une équipe de développement mais D'accord. qui va sur place, ouais. Mais Ok. hyper important d'aller sur place. On n'a jamais validé un local sans y aller. sans être passé sur place. Et pour Aviva, c'est pareil. Enfin, comment on trouve l'emplacement idéal pour vendre des cuisines? Alors, chez Aviva, bien sûr que c'est pareil, on est des professionnels du métier du développement. Donc forcément, on a aussi un logiciel des géo-marketing, des sur les emplacements français, et on sait exactement ce qu'il faut faire. Mais au préalable, on travaille beaucoup dans les centres commerciaux français, on travaille beaucoup aussi dans les retail parks, et depuis 5 ans maintenant, on travaille dans les centres-villes français, et on le fait sur des surfaces bien moins grandes. Le consommateur aujourd'hui veut moins se déplacer. Il veut acheter en bas de chez lui, il veut D'accord. se coiffer en bas de chez lui, Ok. mais il veut aussi acheter ses fruits en bas de chez lui. Et pourquoi pas, et ça c'est plus rare, mais il veut acheter aussi sa cuisine En en bas de chez proximité. lui, en proximité. Donc nous, on va vers lui pour lui éviter de venir vers nous, parce qu'il viendra de moins en moins vers nous. Donc ça veut dire des nouvelles opportunités de Nouvelles- centre-ville. Et c'est comme ça que sur nos 118 magasins que je vous avais annoncés, Oui. 8 d'entre eux sont des petites surfaces ou dans les centres-villes français.
et du coup des moyens à lever peut-être moins importants aussi pour le financement de ces petits points de vente de proximité? Alors, c'est un peu moins cher, mais ce n'est pas forcément beaucoup moins cher parce qu'effectivement, on a des surfaces bien moins grandes, mais il y a un minimum, il y a un corps, il y a un squelette à poser qui est le même coût en grande ou en petite surface. Ouais. Mais c'est vrai qu'on y gagne 15 ou 20%. Par contre, on a moins d'implantation, aussi moins d'exposition en cuisine, par exemple. Mais on a le digital qui nous aide énormément. Aujourd'hui, un consommateur touche les meubles dans un petit magasin. Ouais. Il voit la beauté de notre concept, mais c'est sur écran qu'il va réaliser son projet, le projet de sa vie. Ouais. Et on va l'accompagner là-dessus. Donc vous avez mis vraiment l'accent sur le service, en fait, la conception et la relation humaine. Et puis les 3D, maintenant avec les lunettes, on arrive à se positionner, voir un peu sa cuisine en 3 dimensions. Et ça, c'est pas mal. Et vous avez des outils pour accompagner le financement? Enfin, comment ça se passe je viens vous voir, je veux ouvrir demain une boutique à Viva. Vous me donnerez l'heure et puis je vous dirai comment on peut faire. Avec plaisir dès demain. Oui, bien sûr, on a bien sûr des outils qui vont bien. Déjà, j'ai un service financier chez moi au développement. Excellent. Je ne veux pas trop les féliciter, mais en tout cas, je vais trouver excellent, puisqu'on a 100% de réussite sur nos présentations de dossiers. D'accord. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont seulement talentueux, c'est qu'on fait un travail en amont qui est important. Nous rencontrons nos banquiers. D'abord, on est sur un pool franchise avec 7 banques qui nous ont référencés, que nous avons référencés, et nous rencontrons ces hommes et ces femmes 2 fois par an. D'accord. On veut être connu, mais on veut surtout être reconnu. Donc, dès lors que nous avons un prospect à la franchise, les dossiers sont mis en place, les BP sont mis en place, les business plans sont mis en place, et on va présenter ça, souvent aidés par des courtiers en finance qui sont souvent brillants et forts. Ils connaissent bien, ils viennent de la banque tout le temps, donc ils connaissent bien ces domaines. Nous, j'ai le principe de dire, quand un DIP est signé avec un futur franchisé, on a 21 jours, mais déjà, on doit tout organiser et trouver déjà l'emplacement et déjà voir comment on pourra faire pour le financement. On ne va pas au fond parce que les 21 jours ne sont pas passés, mais on a prédessiné l'architecture de ce que nous ferons avec ce futur franchisé. Donc on va très vite. J'ai l'habitude de dire chez moi, on prend le temps pour signer un contrat, mais une fois qu'on l'a signé, il faut aller au plus vite. Celui qui gagne dans le commerce, c'est le plus rapide. Et le contexte économique actuel va plutôt vers un durcissement des accès aux prêts ou des financements, ou pas forcément? Alors, comme je vous le disais, on a 100% de réussite. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Les banquiers ne nous ouvrent pas les bras facilement. Ils nous reconnaissent, comme je l'ai dit. Néanmoins, on a un devoir de présentation et du prospect, du franchisé qui a été choisi, et pourquoi nous l'avons choisi. Et à chaque fois, on représente le modèle, la ville, ce qu'on pense y faire. Et on n'est pas dans un domaine de séduction, on est dans un domaine de raisonnement. Et les banquiers nous accompagnent bien quand même. Ok. Et les courtiers avec. Et vous, Monsieur Mercier, également, comment se passe le financement d'une franchise chez vous? De façon similaire, parce qu'on ne fait pas le même métier, mais on a la même passion et on a les mêmes façons de faire aussi. Donc on les accompagne, les franchisés, avec des outils. Et puis, pareil, j'ai une direction administrative et financière qui est avec le service développement, qui travaille main dans la main. L'idée, c'est vraiment de travailler sur tous les indicateurs, sur tous les chiffres, pour derrière mettre en relation un courtier avec les banquiers. On essaye de plus envoyer nos franchisés face aux banquiers. Ah d'accord, vous passez toujours par une intermédiation. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que des fois, c'est pas leur spécificité. Ouais. Ils perdent du temps, ils vont voir mais le dossier n'est pas forcément très bien construit. Donc en fait, en amont, nous, on borde le dossier avec eux, mais on met toujours un courtier. Et d'ailleurs, c'est le même. Et lui, il a 100% vous travaillez de taux de qu'avec un réussite. seul courtier, d'accord. Et il connaît en fait bien la maison. Il va représenter nos dossiers, il sait comment en parler. Et ça se passe jusqu'à présent très bien. Et on l'a vu 2-3 fois, si le franchisé dit oui mais je connais, j'ai un banquier que je connais, des fois en fait ça va prendre du temps, et s'il faut aller en voir un deuxième et un troisième, en fait nous derrière on pousse les ouvertures, et pour un franchisé c'est pas bon de pousser les ouvertures, on a un plan à respecter, donc oui, une fois que c'est signé, il faut aller vite, il faut aller très vite, comme on dirait au sport, il faut les marquer à la culotte et il faut avancer. C'est quoi le délai entre pour l'obtention d'un prêt en fait? Nous, alors pour l'obtention d'un prêt, je vais vous dire une bêtise, je ne sais pas exactement. De la prise de contact à l'ouverture chez Pizza Così, il se passe 1 an si on veut faire les choses bien. Ça prend quand même du temps. En plus, nous, on a des commerces où du moins on cherche des emplacements avec une gaine d'extraction. Et si on veut un très bon emplacement avec une gaine d'extraction, sans pour autant que ça soit très cher, il y a du temps ça prend du temps. Ouais, ok.
Et vous, chez Provalliance, comment se passe le financement? Je crois que vous avez mis en place un système assez original de prêt d'honneur, en fait. Oui, absolument. Alors effectivement, nous, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que de base, on essaye de tisser des relations privilégiées avec les partenaires bancaires qui connaissent bien nos différents concepts et les différents business models de chaque concept. Ça, c'est fondamental. Ensuite, on forme et on conseille nos futurs franchisés et on les met en relation avec ces partenaires bancaires. Ça, c'est le schéma classique. D'accord. La particularité aussi de Provalliance, c'est qu'on a beaucoup de coiffeurs, donc des coiffeurs de talent. Mais monter un dossier de financement, c'est pas forcément leur métier et c'est pas forcément leur spécialité. Donc souvent, on a ce souci de l'apport. Le jeune coiffeur qui est talentueux, qui est le collaborateur d'un salon, il n'a pas forcément de côté 20 ou 30 ou 40 000 euros pour monter son salon. Donc effectivement, partant de ce constat, avec la direction, on s'est dit, trouvons une solution pour ces talents, pour ces jeunes à potentiel, ces entrepreneurs à potentiel. Et on a mis en place un dispositif de prêt d'honneur. Donc on est les premiers sur le secteur de la coiffure. Et sous réserve qu'il passe en fait un concours interne. Il y a un concours interne, absolument, en fait. D'accord. Oui. Où on va valider la partie technique, mais également leur connaissance du dossier. C'est ouvert aux jeunes, en fait. C'est pas forcément pour des... En réalité, c'est ouvert de jeunes coiffeurs. C'est ouvert aux nouveaux franchisés. Aux nouveaux franchisés, d'accord. Donc en majorité, des jeunes qui s'installent. Et effectivement, dans ce process, on va tester leurs connaissances pratiques. Donc ils vont passer du temps en salon ou en centre de formation. Et ensuite, ils vont passer devant un jury. Là, pour la partie vraiment business. Un jury composé donc de membres du CODIR. Du CODIR, d'accord. Absolument. Ah ouais, ils défendent leur dossier, ils pitchent comme une start-up. C'est exactement ça. Et vous avez eu combien de dossiers ou de candidats? On vise une douzaine de dossiers pour l'année. On a un premier salon qui a ouvert donc à un Saint-Algue à Fenouillet. On en a un deuxième qui ouvre aujourd'hui même, un Franck Provost dans le centre-ville de Sète, grâce à ce dispositif. Et donc on accorde des enveloppes de 10 à 30 000 euros à taux zéro aux dirigeants. Donc par rapport à nos partenaires bancaires, c'est sûr que c'est un avantage considérable parce que quand le franchiseur s'implique autant et en plus financièrement, ça veut dire que on y croit à 300%. Donc, mais ça vient en complément de l'apport personnel. Exactement. Il faut que ce soit ça permet de rembourser, de gonfler l'enveloppe, les fonds propres. On les considère comme des quasi-fonds propres et ça permet vraiment de faire levier par rapport à la demande de financement. Et vous garantissez ça sur quoi? On ne prend pas de garantie. Pas de garantie. C'est-à-dire que vraiment, c'est un engagement. C'est de l'entrepreneur au groupe et c'est une manière de valider leur qualité. Et le fait qu'on croit en eux, tout simplement. D'accord. Et c'est ouvert donc aux jeunes qui s'installent, mais est-ce que c'est ouvert également à la transmission? Parce qu'il y a quand même une dimension assez importante de transmission dans votre réseau, quand on voit le nombre de salons qui sont sous vos enseignes. Alors aujourd'hui, pour être franc, le dispositif est plus destiné à la croissance, donc sur des projets d'ouverture de salons. Mais pourquoi pas un jour, effectivement, l'élargir aux reprises de salons, c'est tout à fait possible. Ok, mais c'est pas encore le cas. Pour quelques exceptions, mais globalement, on est vraiment sur des projets d'ouverture. D'accord. Et donc là, c'est le nombre de prêts d'honneur, donc c'est à peu près stable. C'est 12 projets par an. On part sur 12 projets par an, et si c'est un succès, pourquoi pas augmenter et faire plus de projets. Vraiment, on souhaite quelque part aussi participer à la dynamique en tant que leader dans le monde de la coiffure. On veut envoyer, je dirais, de bons signaux aux coiffeurs, aussi pour amener de nouveaux coiffeurs sur le marché du travail. Quand un jeune apprenti démarre, nous on a beaucoup d'apprentis au sein du groupe, très souvent ils viennent dans la coiffure parce qu'ils ont un jour ce rêve de monter leur salon. Donc autant tout de suite leur prouver que c'est possible, démarrer apprenti, devenir coiffeur expérimenté, manager, et puis demain, patron de son propre salon. Ok, merci. Très bien, on arrive déjà, le temps passe vite et c'est des sujets qui sont passionnants. On aurait besoin de plus de temps, mais c'est ainsi. On a quand même une dernière petite question, c'est que vous nous disiez rapidement vos projets, votre actualité pour 2025, pour les cuisines Aviva. Je sais que vous allez continuer votre développement, si vous pouvez nous redire l'actu et les ambitions. On a 9 magasins à ouvrir et c'est en cours. On est là au salon et il débute aujourd'hui, donc on a de bons espoirs pour un bon développement. Le marché est un peu tendu et nous, Aviva, on se développe bien. En 2024, nous avons fait quand même 3,2 de progression.
sur un marché qui, lui, fait Oui. moins 6,2. Donc on est 3,4 de progression sur 6,2 de négatif sur le marché global de la Mmh, cuisine. de la cuisine. Donc et tout ça, on est fort d'avoir mis en place tout un système. On est revenu à nos basiques parce que le consommateur a plus d'exigences. D'abord, il est plus rare, il a plus d'exigences. Donc je n'en dirai pas trop long parce qu'il y a mes collègues aussi. Mais c'est là-dessus que nous avons gagné et on est fort dans nos prospects en développement. Et on leur montre ce qu'on sait faire et comment on le fait. Et parfois, et bien souvent, ils sont séduits. Parfait. Pizza Cosy, voilà, les ambitions. À Pizza Cosy, c'est 75 magasins, il va y avoir une dizaine d'ouvertures, mais on essaye d'aller un peu plus loin parce qu'on a un écosystème qui peut profiter à d'autres enseignes. Donc là, on est rentré au capital de 2 nouvelles enseignes avec toujours les mêmes valeurs, accès street food, qualitatif, produits frais, pas de chichi, mais des trucs bons. Et donc du coup, on a greffé ça sous Le Grand Feu, donc c'est le nom du groupe, Ah, c'est vrai, oui. où à l'intérieur, il y a 3 enseignes qui sont complémentaires et pas concurrentes pour aider les franchisés à se développer sur leur territoire avec en fait la même façon de faire Pizza Cosy. Dites-nous quand même les noms, voilà. Alors il y a une Des enseigne trois, de donc. fried chicken qui s'appelle Piu Piu, il y a 3 établissements, il va y en avoir 2-3 de plus cette année, et une enseigne qui s'appelle Grikia, c'est de la street food grecque méditerranéenne avec pareil 3 établissements. Toutes les enseignes sont sous le pavillon Le Grand Feu à côté. Bah, on ira voir. Avec grand plaisir. Provalliance, même question, voilà. Les Provalliance, ambitions. alors les ambitions sur 2025, c'est une 50aine d'ouvertures. Et puis l'actualité, c'est qu'on est ravis d'avoir mis 3 de nos enseignes sur le podium des enseignes préférées, donc sur le palmarès Figaro, avec Jean-Louis David, Saint-Algue et Franck Provost, ce qui prouve que notre travail fait sur les ADN et sur nos concepts plaît à nos consommateurs, donc on en est ravis. Et vous êtes à l'international, vous avez des ambitions à l'international aussi? Oui, toujours, on est présent dans plus de 30 pays et on est ouvert effectivement à continuer à ouvrir et développer nos marques Aussi à l'étranger. sur Ouais. différents pays. Et le dernier en date, c'est l'Inde, avec un plan de développement de 100 salons à court terme. Très bien, parfait. Bah, écoutez, merci à tous, merci François pour Merci cette à vous animation, beaucoup. merci à tous nos invités. On vous souhaite un très bon salon et une très très bonne continuation.